Là, tu y vas, là. Ah, ça tourne, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je reçois monsieur Thomas Wiesel, l'une des rostas du stand-up suisse. Je le kiffe beaucoup. On va parler de son parcours, on va parler de tout ce qu'il a fait, de son spectacle que j'ai vu il y a quelques jours. Il est actuellement au point virgule. Thomas Wiesel dans Solo avec Sulo. C'est parti. Bonjour Thomas Wiesel et bienvenue dans Solo avec Sulo. On va pas commencer à faire des voix de... Salut John. Voilà. Comment tu vas mon gars? Ça va bien et toi? Pépère? Ouais. Très honoré de te recevoir merci dans mon beaucoup. émission. Merci. Tu es de passage sur Paris pendant un mois? C'est rare. Malgré toi? Ouais, un peu. En plus, la vérité, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Moi, je joue surtout en Suisse. De temps en temps, je vais un petit peu jouer mon spectacle en France pour mon public français qui est rare, mais de qualité. Et là, on voulait venir jouer 3 fois à Paris. C'est ce que j'avais fait avec le spectacle d'avant. On a demandé au point virgule, on peut venir jouer 3 soirs chez vous? Ils ont dit, OK, on vous met 3 semaines. On est là, bon, allez, on va 3 semaines. D'un coup, comme ça? Ouais, c'était... Et toi, t'as pas fait, non, pas 3 semaines? À l'intérieur, j'ai fait un peu ça. Et puis après, je me suis dit, bon, on va essayer une fois d'être un peu plus longtemps à Paris. Parce qu'il paraît que cette ville, elle est agressive quand t'arrives. Et après, tu t'habitues petit à petit. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais beaucoup de gens me disent ça. Jason me disait pareil. Et donc, moi, j'attends la phase où je m'habitue. Là, j'y suis pas encore. Parce que généralement, toi, tu rentres et tu fermes la porte direct. Ouh, là, c'est trop bruyant. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés en Suisse. Toi, je sais qu'on s'est vu en Suisse, donc tu y es allé. Mais c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus calme. Et moi, je suis habitué à ça. Et du coup, quand je viens ici, c'est vraiment... Ouais, c'est le paysan à la grande ville, quoi. Il y a tout je vois les voitures, tu sais, comme dans les films où ça dézoome, puis tu as les voitures qui vont dans tous les sens. Je suis là un peu... Trop speed pour moi, c'est trop speed. On voit cette photo, voilà, ça, c'est mon quotidien. Bon, j'habite pas dans les montagnes non plus, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'apaise. Et ici, la vie est un peu trop rapide pour moi. Ouais. Moi, je suis obligé de rentrer au Havre à peu près une fois par mois, pour histoire de décompresser un petit peu, parce que c'est le speed ici. T'es tout le temps en course. Ouais. Et tu disais un truc, c'est vrai qu'on s'est vu en Suisse lors de mon premier Montreux. Exactement. Montreux, c'est un peu chez Watt. Moi j'habite Lausanne, donc Montreux c'est à 20 minutes. Le festival, c'est un peu chez toi? Le festival, c'est devenu un endroit où je suis chaque année, où j'ai beaucoup de plaisir. Et puis ce qui est cool, c'est que justement, on va dire quand même que le reste de l'année, le centre névralgique de l'humour francophone européen, c'est Paris. Donc vous êtes tous là, puis moi je vous vois un peu sur les réseaux, tous mes potes ensemble faire des trucs, puis je suis un peu là, je suis pas là. Et on peut faire des Skype? Voilà, c'est un peu ça. Et une semaine par an, vous venez chez moi, et là, c'est un peu la colo de vacances pour moi. J'ai pas besoin de me déplacer trop. Colo de vacances, ou même, on peut dire, les fêtes de fin d'année, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Une famille qui se retrouve, et vous êtes là, échanger. En plus, c'est vraiment cool. Moi, je l'ai pas fait cette année, mais après, j'ai fait le petit Montreux. C'était un... Toi, t'as joué dans le hall, toi. Dans le hall, ouais, exactement. C'était par 20 minutes, etc. Il y avait un truc, je sais pas trop quoi. C'était streamé sur un site de médias. Mais tout le monde t'annonçait, je me souviens, tout le monde t'annonçait comme le favori et tout. Ouais, t'étais Mohamed Ali, c'est bon, c'est Sulo qui va l'avoir. Et t'as pas gagné, mec. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. T'étais chaud, mais t'as pas gagné. Ouais. J'étais dégoûté un petit peu. Après, elle m'a dit, oui, mais reste pour le gala demain. J'ai dit, il y a un train demain matin. Tu t'es barré? Ouais, je me suis barré. Je préfère rentrer chez moi, dans ma famille. T'es mauvais perdant. Non, je suis pas mauvais perdant. C'est juste que, allez, ça m'a saoulé. En fait, je préfère passer du temps chez moi que rester dans un endroit à rien faire, à regarder des gens faire la profession que je kiffe, et je veux être sur scène, moi. Moi, je suis un mec, je veux participer, me laisse pas T'as gagné sans la Champions League, tu peux pas tout gagner Dieu merci, non plus. Dieu tu merci. peux pas tout gagner. C'était en 2018, ça. Et après 2019, une année magnifique pour moi, Dieu merci. 6 mois après. Exactement. Ouais. On va parler un petit peu de ton spectacle parce qu'on est là pour ça. Ouais. J'ai kiffé, je l'ai vu il y a une semaine. Ouais, jeudi passé. Ouais, c'était la première, la deuxième? Non, la deuxième, ouais. La deuxième. Ouais. J'ai grave kiffé ton spectacle. Merci beaucoup. Il est passé très vite. Oui, il était très court aussi. J'ai été marqué parce que c'est vrai que le point virgule, c'est un peu dans un délire c'est une salle qui est mythique, mais l'heure, c'est l'heure. Point virgule. Parce que en fait, t'as un spectacle avant et t'as un spectacle après. Donc si tu dépasses, celui d'après, il commence en retard. Enfin, il doit lui faire plus court, machin. Donc c'est une question de respect des autres artistes. Il y a même un chronomètre au-dessus de la régie. Il met une certaine pression. Tu es en train de faire ton spectacle, déjà 45 minutes. Et donc on a un créneau d'1 heure, et ça c'est y compris la première partie. Donc il y avait un compatriote, Charles Nouveau, que tu connais aussi en première partie. Légendaire. Le légendaire. Un grand footballeur également. Oui. Et du coup, il me restait 52 minutes, je crois. Mon spectacle en Suisse, il fait plutôt 1h20, 1h25. Donc c'est la version director's cut, comme on dit. C'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, j'ai coupé 20 minutes. Ouais. Et non, la première chose que tu m'as dit en sortant de ton spectacle, car j'ai été vite te rejoindre dans les loges, j'aime avoir les premières impressions des humoristes après le spectacle, c'est que tu m'as dit, c'est 4/10. Non, non. Oui. Ça, c'était la veille. J'ai noté. Ah, la veille, 4/10, voilà.
Non, ça c'était avant le spectacle, tu m'as demandé si c'est bien passé la première, j'ai dit 4 sur 10. Ouais, la première, j'étais pas satisfait. Ah, donc c'est la première fois, ouais, c'est quand je suis descendu dans les loges et je t'ai dit comment ça s'est passé hier, tu m'as dit 4 sur 10. Ouais, la première, et pourquoi j'étais pas content. Bah parce que du coup, ouais, j'avais coupé beaucoup de choses et j'étais très dans ma tête de « Ah non, il faut pas que j'aille sur... » Tu sais, j'ai mon rythme de spectacle, je l'ai joué quelques dizaines de fois en Suisse déjà. Et dans ma tête, je réfléchissais trop de « Ah non, ce bout-là, je le fais pas à Paris parce que j'ai pas le temps. » Donc qu'est-ce que j'avais dit? J'étais en train de réfléchir encore à mes enchaînements parce que je suis pas un professionnel, j'avais pas assez travaillé la nouvelle formule. Nouvelle formule, tu veux dire que tu changes certains mots pour qu'ils soient mieux compréhensibles? Bon, il y a ça, mais ça c'est très minime parce que en Suisse, on est tellement proche de la France culturellement qu'on sait exactement les mots que vous dites et les mots que vous dites pas. Il y en a qu'un qui m'a surpris, c'est que vous dites pas physio, vous dites kiné. Nous, quand on va se faire masser et tout, c'est la physio et vous, c'est la kiné. Ouais, nous, un physio, c'est un mec qui est trop calme. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un physionomiste. Nous, c'est un physiothérapeute. Donc ça, c'est le seul truc qui m'a surpris parce que je savais pas qu'il y avait une différence. Mais sinon, adapter, ça c'est très simple. Non, c'était juste une question de durée, changer le rythme du spectacle, changer mes chapitres. Et puis ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je pense, du coup, j'étais beaucoup dans ma tête et moins dans le public. Donc ça joue beaucoup, ça. Ça joue. Bah, je pense que quand j'ai fait la première à Montreux, j'étais un peu dans ce délire, dans ce calcul. Parce qu'on m'a mis la pression de ouf, on m'a dit, t'as 5 minutes. Et tu dois... Et moi, 5 minutes, j'ai dit, je vais leur balancer tous mes hits. Mais au fait, quand tu balances des hits, quand t'as le temps, c'est mortel. Mais quand t'as pas le temps, bah, tu coupes un peu tout en mode jukebox. Et t'arrives exactement chez la 1, la 2, la 1. Et puis à la fin, en fait, je perdais le rythme, donc j'ai tout balardé comme un teubé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mal géré un peu le passage. Et je me suis dit, bon, ouais, vas-y, on va reprendre le train. Non, mais ça c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre en humour, je crois. Moi, je suis plus un auteur. Moi, c'est vraiment le texte qui m'intéresse et sur lequel je bosse dur. J'ai jamais été un bon comédien et je pense que je le serai jamais. Mais du coup, comme c'est pas ma force, je l'ai un peu délaissé. Puis je l'ai dit, tu sais, si les vannes sont bonnes, j'ai pas besoin de bien jouer. Et j'ai mis du temps à réaliser que les vannes ont beau être bonnes, si toi t'es refermé sur toi-même, si toi tu offres pas un peu quand même au public de venir dans ton spectacle et dans tes blagues, ça change tout. Et je suis content maintenant, j'ai l'impression d'avoir décroché un truc où, bah, t'as vu au début du spectacle, je parle un peu avec les gens, j'essaie de mettre tout le monde à l'aise, parce que moi, comme j'ai pas une présence de scène qui est très généreuse, je suis pas hyper expansif, très émotif, il faut vraiment que les gens soient sur mon rythme et soient avec moi. Et après, mes blagues prennent une autre résonance. Et je sens une différence entre mes blagues. Moi, au début, j'étais très punchline, peu d'expression du visage, vraiment, je ferais pas grand-chose en termes d'émotion. Et là, je m'ouvre petit à petit et je sens une vraie différence où les mêmes blagues, peut-être qu'il y a quelques années, vont beaucoup mieux marcher parce que les gens sont avec moi. Donc là, je pense que c'est ça qui me manquait au début, c'est que j'étais pas assez open sur les gens. Et puis cette salle, le point virgule, une salle mythique, comme tu dis, c'est aussi une salle minuscule, on réalise pas. Minuscule, et t'as des gens qui voient tes hanches. T'as des gens qui sont assis sur scène, sur la droite. Ils sont juste là, ils sont juste à côté. Donc il faut pas les oublier. Tu vois, je bouge pas sur scène. Donc si je garde la même position, puis le mec voit ma hanche droite pendant 1 heure, bah, il a payé la même chose que le mec qui voit le vrai spectacle. Il est un peu vénère. Donc il y a des trucs de déplacement. Et puis il y a un truc un peu contagieux, c'est-à-dire que si les gens sont détendus et rigolent, ça se propage dans la salle. Si les gens sont tendus et un peu gênés, ça se propage également, parce qu'ils les voient en plus sur scène être tendus. Donc et surtout que t'as les gens de droite au point virgule, t'as leur expression de visage. Les gens assis à droite, on va préciser que c'est pas les gens de droite. Il y a une tribune sur la scène, en fait. Géographiquement, ils sont à droite. Politiquement, on ne sait pas. Aussi, sûrement, mais peut-être, on ne sait pas. Leur expression de visage, tu le ressens direct. Oui, ils ont un peu de lumière qui vient sur eux, donc on les voit, ce qui est assez rare. À tout le reste de la salle, quoi. Parce que moi, j'ai passé mon temps aussi à les regarder, ces gens pendant le spectacle, où je voyais un petit peu comment ils réagissaient, comment ils étaient à l'écoute de ton... Parce qu'il y a des gens de dos qu'on ne voit pas, on n'entend que leur rire, mais là, on voit le début de l'histoire, l'intention. C'est pour ça que je kiffe un petit peu le point virgule, mais c'est aussi très risqué pour un humoriste. C'est très particulier. Mais c'est marrant que tu dis ça, c'est vrai que les gens dans la salle ont tendance à regarder, donc il y a une quinzaine de spectateurs qui sont assis sur scène, et j'ai reçu un message après un spectacle où il y a une fille qui a kiffé un mec qui est assis sur scène et qui m'a écrit pour dire si le mec avait un bonnet qui était assis sur scène et tout est intéressé, il peut me contacter. Ah donc normal. Donc Charo, c'est Charo. Je me suis fait le relais de cette annonce, alors ça n'a pas créé de couple parce que le mec a jamais répondu, mais elle n'était pas très attentive au spectacle, ça m'a un peu vexé, elle était plus occupée à kiffer un gars, mais voilà, il se passe des choses. Magnifique. Il y a un truc qui m'a marqué aussi, tu montes avec ton carnet sur scène. Comme Tania Dutel, et qui jouait juste après. Et c'est elle qui a fait la remarque, parce que je n'avais pas vu au début. Elle m'a dit « Ah, toi aussi, tu montes avec ton carnet ?» Et j'ai dit « Ah ouais, mais vous avez très peu d'humoristes qui montent avec leur carnet de notes. » Et qu'est-ce qui te sert, toi, le carnet? C'est plus un tracklist ou des fois, ça t'arrive de marquer 2-3 blagues que tu trouves ou en live? Non,
Là, je l'ai fait les 2 premières fois, je crois, justement. C'était au cas où je me perdais et je savais pas ce que j'avais coupé, etc. C'est pour jeter un rapide coup d'œil pendant un rire, mais c'est vraiment la table des matières, quoi. La setlist, comme tu dis, la tracklist. Et je le fais souvent quand je travaille sur des nouveaux spectacles ou quand je fais des comedy clubs où je sais que je vais tester tel genre de blague. Parce qu'en fait, je pense que c'est un réflexe qui est lié au fait qu'ici à Paris, vous jouez très régulièrement. Vous pouvez jouer 4-5 fois par soir sans problème, 5-6 soirs par semaine. En Suisse, moi, mon rythme, quand je fais un comedy club, c'est peut-être 1 ou 2 par semaine maximum, parce qu'il y en a beaucoup moins. Et donc, c'est régulier que je teste plein de trucs et j'ai pas le temps forcément d'apprendre, etc. Et j'apprends pas mon texte parce que je suis pas bon comédien, donc j'apprends juste l'ordre des trucs. Donc c'est un réflexe de juste avoir un carnet, comme ça, si tu sais pas où t'en es, au lieu d'avoir un blanc, de meubler, de perdre une minute, machin, bah, genre, jette un coup d'œil, je fais « Ah oui, c'était ça ». Mais pendant le spectacle, en général, je le prends pas tellement. Là, c'est juste parce que c'était la nouvelle version, et puis j'étais peut-être un peu stress, mais je crois que je l'ai même pas regardé. En fait, je mets mon téléphone parce que je m'enregistre, je mets mon carnet, puis ma bouteille d'eau, puis voilà. C'est un espèce de petit rituel. Mais là, je l'ai déjà plus pris. Je crois que je l'ai perdu déjà. Ok, si on peut me le ramener, c'est un petit carnet bleu. Avec un bonnet, c'est le mec au bonnet qui l'a volé. Le mec au bonnet, il m'a volé la meuf du public et mon carnet. Voilà, c'est comme ça. Et c'est bien mis. On va se regarder un extrait du spectacle et on revient. On me dit souvent, tu fais de l'humour, Thomas, l'humour, femme qui rit à moitié dans ton lit, elles doivent te tomber dessus, tu dois être entouré de meufs. Ça va. C'est très gérable. Je pense que l'humour, ça aide, mais je crois que mon humour, ça aide pas. Je jouais à Saviez et j'étais dans le train et j'ai vu une dame qui avait le billet pour mon spectacle et puis je lui ai dit bah, je vais vous suivre parce que je sais pas où c'est. Et elle m'a regardé puis elle a fait ah vous y allez aussi. Et j'ai dit bah si j'y vais pas ce sera moins bien. Bravo. Alors. Tu m'as envoyé 2 extraits. Tu m'as envoyé 2 extraits. Le premier extrait, t'as un t-shirt bleu avec Bill Murray. Le deuxième extrait, t'as ce t-shirt avec Bill Murray. Donc t'as calé 3 fois Bill Murray dans Solo avec Silo. Bravo. Mais on vient de se rendre compte de la profondeur de ma garde-robe, quoi. Non, c'est vraiment honteux. On sait que t'es fan de Bill Murray, ça y est. Mais en fait, j'aime bien, mais surtout j'aime bien ces t-shirts. Je les trouve rigolos, mais. Je réfléchis très peu à comment je m'habille et malheureusement ce genre de truc arrive souvent. Ouais, les gens le savent, hein, moi aussi. Mais je l'ai lavé entre-temps. Oui, pas... c'est mieux. Dis-le, c'est mieux. Ouais. Ah non, c'est la honte. Alors ça, c'est l'extrait de ton dernier spectacle. Ça, c'est des bouts de gala que j'ai fait. Donc à gauche et à droite. J'ai regardé ton spectacle car il est en intégralité sur Beaulieu, c'est ça? Beaulieu, qui est un théâtre à Lausanne. Que tu as publié le premier dans septembre 2019 sur YouTube. Et c'est un spectacle que j'ai kiffé. Je n'avais pas l'habitude d'entendre du Thomas Wiesel qui parle de lui. Ouais. Et là, il y a vraiment 2 sketchs où tu parles de toi. Et dans le nouveau spectacle, là, on sent vraiment un Thomas Wiesel qui parle de lui. Ouais. Tu vois, tu parles du travail de ton père, tu parles de plein de choses que tu fais à gauche, à droite. Et moi, j'ai kiffé. Il est beaucoup plus personnel. Ouais. Et je pense que, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que le spectacle précédent t'a donné envie de parler un peu plus de Watt. En fait, le spectacle précédent, c'était pas un vrai spectacle dans le sens où je l'ai pas conçu comme un spectacle, c'était tous mes débuts dans l'humour. J'ai rajouté des petites blagues, tu sais, parce qu'au début tu joues 5 minutes, après tu joues 15 minutes, après tu joues 20 minutes, donc j'ai construit un peu un spectacle comme ça. Après je suis arrivé à 1 heure, et puis après quand j'avais des trucs mieux, bah, je jartais ce que j'aimais pas, je rajoutais ce que j'aimais bien, et puis du coup le spectacle, voilà. Tu sais très bien comment ça se passe. Donc ce spectacle a duré 5 ans et il n'a jamais été pareil. Je l'ai capté, je l'ai posté récemment parce que j'ai retrouvé sur un disque dur la captation. Mais en fait, c'était en 2017 qu'on l'a capté. Et effectivement, il y a des trucs qui datent de 2013, il y a des trucs qui datent de 2017. Enfin, c'est un espèce d'amalgame. Et donc, il y a des trucs qui sont plutôt des blagues d'actu, un peu de blagues politiques, des blagues sur le sport, machin, et quelques bouts personnels. Que j'avais écrit un peu plus tard quand il me semblait que j'avais assez d'expérience pour aborder des sujets un peu plus délicats, parce que je parle du décès de ma mère et je parle du fait que je suis stérile. C'était un peu les 2 gros trucs graves qui me sont arrivés. C'est les 2 gros trucs graves qu'on retient. Ouais, je pense que de ce spectacle-là, c'est ce qu'on retenait. Et moi, c'était les parties du spectacle que j'avais le plus de satisfaction à jouer, parce que je prenais un sentiment qui était plutôt de la tristesse pour ma mère, de la frustration pour l'autre sujet, et je l'ai transformé en rire. Et j'aimais beaucoup cette sensation-là. Et quand j'ai dû écrire ce deuxième spectacle, je me suis dit, bah, de quoi j'ai envie de parler. Puis j'ai réalisé que j'avais assez peu parlé de moi en dehors de ces 2 événements traumatiques. Et que justement, comme la seule chose que je donnais aux gens sur moi, c'est ma mère est morte, je peux pas faire d'enfant, ça donnait un petit côté un peu Calimero, genre ma vie est horrible. Et j'avais envie de leur dire, en fait, non,
ça va. C'est d'ailleurs le titre du spectacle, dont tu n'étais pas au courant. Mais il s'appelle... Parce qu'avant, il voit l'affiche, il fait « Ah, il s'appelle ça va ton spectacle ?» Je suis content, tu l'as vu, tu sais même pas. C'était justement pour répondre à ça, genre, oui, il m'est arrivé des trucs pas faciles, comme à tout le monde. J'en ai parlé sur scène, mais il m'arrive aussi des trucs cool. Et malgré le fait que je suis pas quelqu'un de très émotif, en fait, ça va. Moi, j'ai kiffé parce que j'aime notre discipline, parce que notre discipline nous permet de parler de ces choses graves. Il y a un côté thérapie, je le répète souvent à des humoristes qu'on reçoit ici, ce côté thérapie quand on est sur scène, quand on en parle, ça va, tu vois, ça va mieux. Ça va mieux et on passe à autre chose. Ça nous permet je sais pas le terme exact, mais... Exorciser, c'est exactement ça. De catharsis. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, ça aide vraiment. Après, pour moi, c'était pas suffisant, honnêtement. Ouais. Parce que j'ai toujours abordé les problèmes de ma vie avant même de faire ce métier avec l'humour. C'est-à-dire, quand il m'arrivait un truc grave, j'utilisais l'humour pour m'en sortir. L'humour, c'était mon bouclier pour avancer, pour pas que ça me touche. Puis c'est devenu un peu une carapace. Et là, par exemple, je suis en thérapie, pas que sur scène. C'est-à-dire que je fais une vraie thérapie avec quelqu'un que je paye. Et je crois que les deux vont bien ensemble. Parce qu'il y a un côté où sur scène, j'en parle, ça me fait du bien, ça fait rire les gens. Mais il y a aussi un côté où j'en parle à une professionnelle. Et j'ai pas le besoin d'être drôle. Je peux parfois raconter des choses chiantes. Sur scène, t'as pas ce droit-là. Tu vois, si tu racontes un truc sur toi, il faut que ce soit drôle, que ce soit punché. Donc, pour moi, d'être en thérapie en même temps que le spectacle, c'est hyper utile. Parce que ça me permet d'explorer les trucs que tu peux pas explorer sur scène. Puis après, une fois que j'en parle sur scène, j'ai déjà fait l'étape de je suis OK avec ça maintenant, et je peux vous en parler moi, mais c'est important aussi pour moi d'en parler en dehors. C'est vrai, ce que tu dis, parce que les copains que j'ai interrogés pour préparer cette émission-là, les copains qui te connaissent, ils m'ont dit, ouais, par moment, il peut paraître fermé. Et là, tu le dis avec la carapace, et là, tu essaies de casser un peu ça pour aller un peu plus loin, te découvrir un peu plus. Ouais, mais moi, j'ai un contact qui est difficile avec les gens de premier abord. Je suis plutôt timide, je suis pas très à l'aise avec des gens que je connais pas, dans les grands groupes, tout ça. Donc je sais que, surtout à Paris, en plus, comme c'est une ville où je suis pas à l'aise, quand j'ai rencontré beaucoup d'humoristes d'un coup, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais au début, tu nous parlais pas, on pensait que tu nous aimais pas. Enfin, j'ai eu vraiment difficulté à nouer des liens rapidement avec les gens. Et c'est après, une fois que je me sens à l'aise, que j'arrive à me décoincer un petit peu. Et je pense que c'est important que je travaille là-dessus, parce que ça m'a sans doute fait rater pas mal d'opportunités dans ma vie, surtout personnelle, parce que professionnelle, on s'en fout un peu, quoi. Les choses avancent de toute façon, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des mauvaises impressions de moi, simplement parce que j'arrivais pas à... Bah frérot, le souvenir que j'ai eu de toi, dès que j'ai commencé à te kiffer, c'est quand on a parlé de foot. Juste avant, bah là, je voyais Thomas Wiesel, le mec de Montreux. Je voyais Thomas, comme un débutant de stand-up, Thomas Wiesel, l'homme de Montreux. Et quand je t'ai vu dans le public, lors de mon premier Montreux, ça m'a vraiment fait kiffer de voir un humoriste de cette taille me regarder, tu vois, voir ma prestation. Ensuite, dès qu'on a discuté de foot, on a discuté de trucs, là, j'ai vu vraiment que en fait, le gars, c'est pas un gars fermé, c'est un gars très ouvert sur plein de choses. Et c'est juste l'impression que tu donnes avec... Il y a aussi ton petit regard en mode t'analyses. Il y a un côté, je sens que t'analyses tout. Mais je crois que j'ai une tête, on a l'impression que je suis toujours en train de juger les gens, etc. Alors, ça m'arrive quand même souvent, mais c'est pas le cas tout le temps. Et comme tu dis, bah, des fois, il suffit de trouver un sujet où je suis en phase avec la personne, où le sport, j'adore. Alors le foot, c'en est un, mais vraiment, moi, tous les sports, je peux en parler des heures. Donc des fois, une conversation que j'ai envie d'avoir avec quelqu'un, ça peut débloquer le truc directement, mais il y a des gens avec qui je trouve jamais ce sujet-là. Et puis donc, on reste toujours à distance. Donc ça, c'est vraiment un problème que j'ai. Mais oui, bah, le sport, c'est un sujet, je peux parler longtemps. L'humour, je peux parler longtemps. Il y a des trucs comme ça qui me permettent de... Tu devrais avoir un t-shirt avec tout ce que t'aimes. Ouais, parlez-moi de ça. Parlez-moi de ça, comme ça. Tu vas, bah, c'est pour ça que tu vois Bill Murray. Les gens, ils savent s'ils me parlent de Bill Murray. Ah, non, mais t'as raison, on me le dit souvent que j'ai un premier contact difficile, et puis il y a beaucoup de gens qui me disent au début, soit ils me disent au début je t'aimais pas, au début je croyais que tu m'aimais pas. Il y a vraiment un truc où c'est dans un sens ou dans l'autre. T'es pas le seul, je tiens à te rassurer, t'es pas le seul, il y a beaucoup... Ouais, je pense que je suis pas le seul, effectivement, mais ça me dérange. Du coup, c'est un truc sur lequel je bosse, parce que j'aimerais bien que les gens que j'aime pas, bah, qu'ils le sachent, ça me dérange pas, mais les gens que j'aime bien, qui pensent que je les aime pas, ça me fait de la peine. Ok, fait de la peine. Bah ouais. on va essayer d'en savoir un peu plus sur Watt. On a un petit truc ici, ça s'appelle le portrait chinois marrant, le portrait Bunaimin, je l'appelle. Je te pose des questions, tu essaies de répondre le plus rapidement possible. Ok, jingle. Monsieur Thomas Wiesel, alors, si tu étais une équipe de foot. Lausanne Sport. Pourquoi ? C'est l'équipe locale, l'équipe d'où je suis. C'est pas une équipe qui rayonne à l'international. C'est une équipe qui a été reléguée récemment. Mais, et je pense que moi, je suis un humoriste de 2e division, donc on se convient bien. D'accord. Ouais. C'est une équipe genre que tu kiffes depuis plus jeune, c'est ça ? Depuis plus jeune ?
je suis allé beaucoup au stade quand j'étais petit. Après, j'ai arrêté un peu. Ils ont fait faillite. Ils ont remonté les échelons après les échelons. Et là, je vais régulièrement au stade. Ouais, j'aime bien. Et bah, il faut être de quelque part. Puis moi, c'est l'équipe d'où je suis. Et il y a une fierté. Ouais. Cool. Si t'étais un animal. Ouais, le paresseux, je pense. Pourquoi? Mais Pour moi, t'es un faux hyperactif. T'es un peu comme un Orelsan. Orelsan, t'es un peu ou comme un Dimo. Dimo, les gens pensent qu'il est endormi. C'est un gros bosseur. Ouais, alors moi, je pense que je donne l'impression de beaucoup bosser parce que souvent, on me dit « Ah, tu bosses beaucoup, machin », alors que moi, j'ai vraiment l'impression d'être un glandeur. Et en termes physiques, je bouge que quand je dois. J'aime bien faire du sport, donc quand je fais du sport, je bouge. Mais si je suis quelque part, je vais être posé tout le temps. Je suis pas du tout... Et c'est pour ça que le paresseux, j'ai l'impression que quand il doit manger ou tout ça, il se bouge, mais sinon, il chill. Et moi, c'est un peu ça, quoi. L'option de base, c'est de chiller, puis de temps en temps, on fait autre chose parce qu'il faut bien. Ok. Thomas le paresseux. Ouais. Si t'étais une salle de spectacle. Le Bordel Comedy Club à Montréal. Mais trop de gens la kiffent. C'est vrai? Je te jure, là, dans mon cœur, ça monte. En fait, j'ai dit, il faut que je la fasse, cette salle. Je suis en train de serrer. Tout le monde me dit, c'est exceptionnel. J'ai jamais fait Montréal. Ben, écoute, moi, c'était un vrai coup de cœur, déjà pour Montréal, que j'aime beaucoup, et j'y vais le plus souvent possible, même si j'ai une conscience écologique qui me retient un peu parfois de faire ce que font certains humoristes et d'y aller 4 jours et de revenir. J'aimerais bien des fois le faire. Mais là-bas, j'adore la façon dont ils font de l'humour, j'adore toute leur culture autour de la fierté d'être québécois, machin. Ils soutiennent beaucoup leurs artistes. Et le Bordel Comedy Club, c'est inspiré du Comedy Cellar et des comedy clubs new-yorkais, mais c'est vraiment le meilleur lieu pour faire de l'humour en français. C'est un public qui est hyper connaisseur d'humour. Il doit prendre les places longtemps à l'avance sans savoir qui est à l'affiche. Donc il est hyper ouvert. Pour tester des trucs, c'est génial. Pour faire un gros carton quand tu as besoin de te booster avant d'aller faire un gala, c'est génial. Il y a une loge qui est cool, qui a un peu la même ambiance qu'ici, où tu as d'autres humoristes, tu discutes un peu d'humour, tu fais des rencontres, puis c'est là que tu peux vraiment briser des barrières. Et justement, pour moi, qui ai de la peine à discuter dans des bars, qui ai de la peine à discuter dans des couloirs, machin, là, c'est une loge avec des canapés. Tous les humoristes québécois à qui je m'entends bien maintenant, je les ai croisés là-bas, on a pu discuter là-bas. Et je sais que Farid s'est beaucoup inspiré du Bordel pour faire Madame Sarfati. Exactement. On m'a dit que c'est un lieu fait par des humoristes pour des humoristes. C'est exactement ça. Et ben, je me réjouis d'aller jouer au Sarfati d'ailleurs, parce que je ne suis pas allé encore. Et on me dit que c'est le pendant parisien du Bordel. Et si c'est vrai, je me réjouis vraiment parce qu'à Paris, j'ai eu de la peine à trouver des endroits où j'étais à l'aise. Donc si ça en fait un, c'est déjà pas mal. Ah, cool. Ouais. Si tu étais un humoriste étranger, on reste dans le délire. Donc étranger, c'est dire pas français ou pas pas suisse, parce que ça dépend du point de vue. Allez, on va dire pas français, pas suisse. Pas français, pas suisse. Ah, tu m'élimines deux nationalités. Tu sais quoi? Pas suisse. Pas suisse. Choisis. Ok. Non, mais du coup, je suis parti sur les Québécois. Il y a un humoriste qui s'appelle Louis T. Qui est très très marrant sur des sujets très pointus, qui me ressemble un peu physiquement. C'est aussi un mec un peu austère à lunettes. Et on nous compare souvent. Les Québécois disent que je suis un peu le Louis T de Suisse. Et j'adore parce qu'il aborde des thématiques d'actualité, des choses parfois personnelles aussi, mais il est très analytique, très carré. C'est vraiment un humour, genre c'est limpide, quoi. Il t'expose le truc, tu peux être d'accord avec lui politiquement ou pas, mais c'est drôle, c'est intelligent. Et ouais, ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne beaucoup. Donc Louis T, si vous ne connaissez pas... Je le connais pas. Ouais, bah, il est très connu au Québec, un peu moins en dehors, mais c'est vraiment très marrant. Il y a des vidéos très très drôles. Cool. Ah bah c'était la dernière question. C'est vrai? Ouais, je pensais qu'il en restait une. Bah ok, 3 questions. Ok, bah cool. Parce qu'en fait, je t'ai demandé ça parce que... en faisant les recherches sur toi, c'est vrai que toi, j'ai cru que tu allais citer un peu l'Angleterre, car tu été, contrairement aux humoristes français, qui regardent beaucoup les humoristes américains, toi tu as été un peu guidé vers les humoristes anglais. Un petit peu, mais je regarde les deux. Honnêtement, et je regarde de moins en moins d'humour. Ça, j'ai remarqué que plus j'en fais, moins j'en regarde. Mais au début de ma carrière, j'ai beaucoup regardé. Pourquoi t'as peur de calquer sans faire exprès Ça, c'est un élément. Mais honnêtement, pour moi, le truc principal, c'est simplement que j'aime pas tant travailler que ça. Et quand je regarde de l'humour, j'ai l'impression de travailler. Et du coup, pour me détendre, je vais plutôt regarder un match ou plutôt regarder une série ou un truc qui n'est pas du stand-up parce que au moins, je me débranche le cerveau. Tandis que si je regarde du stand-up, je suis en train d'analyser, de regarder tout ça. Mais ouais, j'ai habité un peu à Londres quand j'étais petit. Mon mentor dans l'humour, qui s'appelle Nathanaël Rocha, qui est l'homme le plus drôle de Suisse,
Lui, il a habité en Angleterre, il a commencé l'humour en Angleterre, donc il a beaucoup de références d'humour britannique. Et il m'en a donné beaucoup au début, il me prêtait des DVD, il me disait des gens à googler, à YouTuber. Et donc c'est vrai que j'ai regardé pas mal les Anglais qui étaient moins connus pour nous autres Européens que les Américains, paradoxalement. Regarde, je te laisse retourner le portrait du copain. C'est lui que j'avais mis en... Ah voilà, ouais. Monsieur Rocha, la légende. Ah, attends, il y a un reflet. Il est beau en plus sur cette image. Pour toi, c'est l'un des humoristes le plus drôle de Suisse. Ouais, pour moi, c'est vraiment. Déjà, c'est le pionnier, c'est le premier qui a osé faire du stand-up en Suisse. Je sais pas si tu réalises que nous, en général, on a une dizaine de retard un peu culturellement sur la France. Donc lui, il a commencé, je pense, début des années 2000 à faire du stand-up. C'est pas du tout un comédien, c'est-à-dire qu'il est très nonchalant, il a un accent qui serait très caricatural pour vous, mais qui est assez normal pour nous. Mais les gens, ils comprenaient pas si c'était un personnage, ils comprenaient pas si c'était un costume, parce qu'à l'époque, c'est ce dont les gens avaient l'habitude en Suisse. Et du coup, il a mis des années à galérer, alors qu'il était déjà très drôle avant de percer. Et il a percé un peu en même temps que la génération des gens qui ont 10 ans de moins que lui, 15 ans de moins que lui. Ouais. Parce que là, les gens commençaient à avoir les codes du stand-up et ils commençaient à réaliser, ah bah en fait, lui, c'était le plus drôle depuis le début. Mais c'est bien, c'est que pendant 10 ans, elle a pris de la bouteille. Ouais, il est vraiment impressionnant parce que en Suisse, on est obligé de faire beaucoup de chroniques d'actu spectacle. Enfin, tu peux pas faire que ton spectacle, donc on est obligé d'être très polyvalent. Donc souvent, les chroniques d'actu, on est tous en train de chercher des blagues sur les mêmes thèmes. Parfois, ça se répète beaucoup. Et lui, il a toujours le truc surprenant, la blague à laquelle personne d'autre avait pensé. Et donc, moi, quand je fais des chroniques, je l'appelle, juste savoir son point de vue, machin, on échange au téléphone et vice-versa. Et c'est vraiment quelqu'un... on a essayé plusieurs fois de le faire venir en France. Ouais, il veut pas ? Bah, une fois, je lui ai pris des billets de TGV. Et le jour même, il voulait annuler. J'ai dit non, je t'ai pris des billets, maintenant tu viens. Il est venu, il a joué au Paname et il a fait la première partie de Bunaimin. C'est les scènes qu'il a fait à Paris. C'était en 2015 déjà, c'était il y a un moment. Et il a fait quelques festivals, surtout Montreux, mais il a fait dans d'autres pays. À chaque fois qu'il fait, ça cartonne. Il y a des producteurs qui veulent le signer, machin, et il veut pas, non. Ok, il reste dans son petit délire. Il reste en Suisse, il a 2 enfants. La vie de daron, la vie de daron. Père de famille. Et... Puis je peux le comprendre, quoi. Pour nous, notre vie en Suisse, elle est tellement cool. La vie d'humoriste en Suisse, on a vraiment une bonne qualité de vie. On gagne, je pense, à notoriété égale, beaucoup plus d'argent que vous, ici à Paris. Et la vie est plus douce. Donc c'est difficile pour nous de se dire, surtout quand on a atteint un certain stade de carrière, un certain confort, de dire, je vais recommencer à zéro. Parce que comme vous ne suivez pas du tout... Mais c'est la culture un petit peu du danger c'est un peu la culture du danger du stand-up. Ouais, mais en fait... Tu vas se redescendre en bas pour remonter. Oui, par exemple, ce qu'a fait Gad en allant aux États-Unis, ce genre de truc. Mais je pense que nous, c'est assez différent parce qu'il y a un vrai truc où vous vous intéressez pas du tout à la Suisse culturellement. Donc, même si ça marche dans notre pays, vous ne saurez pas du tout qui on est ici. Et en plus, la vie est plus difficile, tu gagnes moins d'argent. Donc, il y a vraiment sur plein de points différents où on redescend et je sais que c'est dur. Et moi, j'ai pas très envie de le faire. Nathanaël n'a pas du tout envie de le faire. Il y a des gens, il y en a plusieurs qui ont franchi Il y en a plusieurs qui le font. Et ça marche très bien, comme Marina, comme... Marina Rollman, elle est partie très tôt. Et justement, je pense, avant d'avoir atteint un certain statut en Suisse, elle a commencé à faire les deux. Bon, déjà, elle avait habité à Paris, elle était franco-suisse, elle avait déjà plus de liens que nous, peut-être. Et elle a grandi dans les deux pays en contrepartie. Okay. Et je pense que Paris lui convient mieux que la Suisse en termes de son humour, sa proximité. Elle a un public qui est plus acquis à sa cause ici, peut-être en Suisse, où on doit être plus généraliste parce que, comme il y a moins de population, tu dois toucher un peu plus de monde. Tu disais tout à l'heure que les humoristes suisses, même à notoriété égale, gagnaient beaucoup plus que... c'est par rapport à... parce que les Suisses sont généralement plus riches que les Français. Oui, alors le niveau de vie est plus élevé, mais le coût de la vie aussi. C'est-à-dire que tout coûte plus cher chez nous. Mais le marché de l'humour est très différent aussi. Ça revient pas à la même... Ah, pourquoi ? Parce qu'on est moins. Ok. Là, on en a cité 3 ou 4. Si on rajoute Alexandre Kominek, Blaise Berzinger, Yann Provenzano, Yann Marguet, on a plus ou moins les stand-uppers de Suisse aujourd'hui. Alors après, il y a de l'humour de la génération d'avant qui sont encore présents dans les médias, etc. Mais on est peu à se partager le marché, mais il y a peu de population. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer ton spectacle 200 fois, comme c'est le cas ici, où tu joues 150 fois à Paris, 50 dates de tournée. C'est pas aussi large, quoi. Et surtout qu'il y a quoi ? Il y a combien de francophones 2 millions. 2 millions. Non, là, tu fais vite le tour. Ouais, c'est quelques arrondissements de Paris. C'est Charles Nouveau qui me disait que 30 dates en Suisse, c'est une très, très, très grosse tournée. Suivant la taille des salles, c'est un peu le max que tu puisses faire. Et du coup, il faut
tu peux pas gagner ta vie qu'avec les spectacles, donc tu fais des chroniques, ça c'est systématique. En France, c'est également beaucoup le cas, mais en Suisse, c'est quasi systématique à la télé ou à la radio. Tu fais tous les festivals, les galas, machin, et tu fais les galas privés. Et ça, c'est la vraie différence. C'est Nathanaël, qui t'a initié à ça. En fait, Nathanaël, il m'a présenté la personne qui s'occupait de ses affaires, qui s'appelle Pierre Naftul, et qui est un grand producteur d'humour en Suisse, qui a lancé le personnage de Marie-Thérèse Porchet, qui est un comédien qui s'habille en femme et qui cartonne en Suisse depuis 20 ans, qui a fait plusieurs fois Paris et qui a fait des Olympias ici, donc ça a beaucoup bien marché à Paris aussi. Et eux, donc Marie-Thérèse Porchet et Pierre Naftul, ils ont lancé le circuit des privés, qui était de proposer à telle entreprise en fin d'année pour les employés, on vous fait une demi-heure de spectacle personnalisé. Et puis donc elle venait dans les spectacles, elle faisait des blagues sur le PDG, sur le DRH, etc. Et ça a créé par le bouche à oreille, etc. tout un petit circuit. Et du coup, nous, quand on est arrivé avec Nathanaël, ensuite moi j'ai commencé à travailler avec Pierre également, quand ils n'avaient pas assez de budget pour avoir Marie-Thérèse ou Nathanaël, moi j'ai commencé. On envoie l'idole. Voilà, c'était exactement ça. Donc toutes mes premières scènes, les gens n'avaient aucune idée que c'était un repas de club de foot de 3e division suisse avec des gens qui étaient en train de manger et puis de boire. Et puis c'était vas-y, sois marrant pendant 15 minutes. J'invite tous les gens à aller voir. J'invite tous les gens. Putain, je vais pas y arriver. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller voir la chaîne YouTube de Thomas, car en fait, tu as toutes ces petites vidéos que tu fais. Les petites soirées privées, le petit stand-up pour les entreprises, mais c'est très bien ciblé. Et je pense que ça t'a forcé, ça a musclé un petit peu ton muscle de l'écriture, tu confirmes? Ouais. C'était une vraiment bonne école pour plein de choses. Déjà parce qu'au début, j'étais pas du tout connu. Donc une fois qu'ils annonçaient mon nom sur scène, des fois ils disaient le nom de mon manager. On s'est pas quitté, donc si tu parles de Watt, on s'en bat les reins. C'était exactement ça. Donc ils disaient, alors Pierre Naftul nous l'a conseillé, donc on pense qu'il est bon. Tu vois, même les gens qui m'annonçaient... tellement sombre. Ne savaient pas du tout qui j'étais. Ils prononçaient mal mon nom, tout ça. Et puis les gens n'avaient même pas payé pour ce spectacle. Tu vois, ils venaient au repas de soutien du club de foot, le repas de Noël. Et des fois ça bouffe, des fois ça marche. Exactement. Donc là, c'était marche ou crève, quoi. C'était, faut faire rire dans les 2 premières blagues, et après tu peux les amener sur ton truc, mais j'ai dû apprendre très tôt à être efficace, rapidement, très bonne école. Et à parler d'eux. Et c'est le truc que j'ai trouvé. Si tu parles d'eux, ils vont t'écouter. Après, tu peux être drôle ou pas drôle, mais au moins, tu as l'écoute. Parce que sans l'écoute, en humour, t'es mort. Tu peux rien faire du tout. T'es mort. Donc là, au moins, ils m'écoutaient. Puis après, j'ai réussi à écrire des punchlines. Et après, effectivement, moi, j'ai beaucoup fait dans ce circuit, déjà pour gagner ma vie. Et après, parce que comme j'aime bien écrire, c'était des bons challenges. Et j'adore le sport, donc après, quand tu as le club de ma ville ou le club de hockey... J'ai fait Sion, tout ça, j'ai fait plein de trucs. Quand ils m'appellent, et je sais que dans la salle, il y aura déjà les joueurs de l'équipe, certains, je les connais un peu, machin, je fais des blagues sur eux, l'entraîneur, le président, les politiciens, machin. Et moi qui suis un amoureux du roast, et de cet art de faire la vanne à la personne quand elle est là, c'était un vrai terrain de jeu. Et après, on s'est mis un peu à filmer, parce qu'on a réalisé... Au début, je me disais, mais ça intéressera que les gens dans la salle. Puis après, je me suis dit, non, si la vanne est bien écrite, que les gens ils ont Google à côté s'ils veulent avoir une ref en plus, qu'on met la vidéo, ça va intéresser les gens. Celle qui revient le plus souvent, c'est UBS. UBS, c'en était une, ouais. UBS et Nestlé, je crois que c'est les deux qui reviennent. UBS, j'ai vu des moi, en plus, politiquement, je suis très à gauche, puis les banques sont plutôt à droite, donc c'était... Ah, c'est ouf. C'était un vrai défouloir. Moi, j'ai dit, j'ai regardé quoi, hier ou avant-hier, j'étais Mais ça se fait pas beaucoup en France, ce genre de soirée d'entreprise, ou alors quand ils le font, ils achètent le spectacle. Et c'est le spectacle, tandis que nous, vraiment, on vend plus cher le fait de passer 2 jours à écrire des blagues sur l'entreprise. Parfois, on va visiter l'entreprise, parfois, on fait une téléphone. Et du coup, c'est comme ça qu'on est obligé d'être un peu polyvalent en Suisse et de tout le temps réécrire. Et un spectacle, tu le fais 1 an et demi et pas 4 ans, 5 ans comme ici. Donc, je pense que c'est très différent, effectivement, la carrière en Suisse et en France. Et moi, maintenant, je me suis méga adapté à la Suisse et j'ai de la peine à venir en France. Je vois ce que tu veux dire. Quand on me dit qu'il faut jouer 30 fois ton spectacle et après, peut-être qu'on va jouer. Non, mais 30 fois, moi, c'est fini. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Là, c'est cool parce qu'on en sait un peu plus sur toi, sur ta personnalité, sur ton parcours. J'ai demandé à un de nos collègues qui s'appelle Alex Cominet. Ah oui. Ce qu'il ferait s'il serait à ta place. C'est parti. Si j'étais Thomas Wiesel. Oh, si j'étais Thomas Wiesel. Oh là là. Oh, je gaspillerais tellement d'argent. Mais je le dépenserais bien. Genre vraiment, je paierais plein d'études à plein de filles de l'Est. Et ensuite, qu'est-ce que je ferais? J'apprendrais à compter les cartes au casino au lieu d'apprendre des pages Wikipédia. Je passerais mon temps avec autre chose qu'un ordinateur sur mes cuisses, si vous voyez ce que je veux dire. Même si Monsieur Wiesel cache très bien son jeu, très grand joueur de poker, Monsieur Wiesel. Je me fous, si j'étais Thomas, je me ferais construire une villa dans cette ville qu'on appelle Bergame.
D'ailleurs, en parlant de Bergame, si j'étais Thomas Wiesel, j'arrêterais de tenir mon micro comme un Italien. Hein, il faut savoir qu'il le tient comme ça. Si j'étais Thomas Wiesel, je ferais ma propre marque de cornflakes. Ouais, j'appellerais ça les Weasels. Les enfants, petit déjeuner. Ah ouais, un bol de Weasels. Je me ferais plein de thunes et je ne déclarerais rien aux impôts. Si j'étais Thomas Wiesel, je changerais cette célèbre phrase de Wiesel qui est « Je suis fatigué par les gars ce soir, bête de soirée ». Si j'étais Thomas, je ferais une reprise de tous les plus grands tubes d'Eminem version bossa nova. Et si j'étais Thomas Wiesel, je ferais des soirées avec des nanas, des nains, de la drogue, et je dirais à tout le monde, les gars, à part ça, tout ça, c'est grâce à Kominek. Mais je suis pas Thomas Wiesel. Et il m'explose. Bah là, c'est drôle parce qu'on a tout Kominek et tout moi. Exactement, c'est un mélange, c'est une fusion ouais. de DBZ. Gros big up Alex Kominek. Allez le voir au théâtre Beau-Saint-Martin. Ah oui. Bah, Alexandre Kominek, mais il joue les mercredis en tout cas. Tu sais, la première fois où je l'ai vu, non. C'était où? C'était en première partie de Jason Brokers. Ah ouais. Et tu connais le public de Jason. Ouais. Il a fait son sketch Tranquilo, tranquilo. Et là, moi, je suis sur le côté parce que je dois passer juste après lui. Il y a 2 premières parties. Et je vois le public de Jason, en fait. Je peux pas raconter ce sketch, mais ça m'a fait mourir de rire. Et Jason, il me regarde, il me dit, j'aime trop choquer mon public. C'est pas le petit sadique. Bah, dis-toi que Kominek, du coup, en Suisse, parfois, il vient avec nous dans des soirées d'entreprise où c'est une assurance qui a convié ses clients et puis il fait les mêmes blagues. Et c'est un peu qui tout double. Hein. Je te cache pas que parfois ça cartonne, il brûle la salle, les quinquagénaires ils se dérident totalement. Et parfois ça bascule dans l'autre sens et les gens sont méga choqués. Il arrive les pieds dans le plat. Lui. Ouais. Puis après le spectacle, les gens nous disent alors on a bien aimé. Par contre, toujours. Il allait un peu trop loin. Mais ouais, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. J'étais là à sa première scène. Il a commencé, je pense, 6 mois après moi. Donc on a gravi les étapes ensemble. Et lui, c'est quelqu'un qui a eu directement les couilles de dire. Bah, moi, je vais à Paris. Je m'en fous si je dois habiter dormir sur un canapé, gagner ma vie au chapeau. Il l'a fait. Et là, ça commence à exploser. Et c'est quelqu'un qui a une telle prestance et une telle présence sur scène. Pour moi, le cinéma l'attend. C'est ouf. Si vous avez un projet, vous avez besoin d'un espèce d'électron libre, une force comique. Il est magnifique. Alex Kominek, très tellement très réactif aussi quand je lui envoie des messages. Ouais, t'inquiète pas, attends. Mais ouf. Complètement ouf, ce gars. Non, c'est vraiment, c'est un bon gars, on est très potes, puis ouais, bah, vous l'avez vu, il me connaît très bien, il sait dépeindre tous mes travers. Oui, bah, le côté apprendre Wikipédia, apprendre des listes, tout ça, mon côté un peu autiste, ça il se fout souvent de ma gueule. Tout le temps fatigué, bon, on en parlait avant, c'est vrai que je fais la fête de façon très ciblée, tandis que lui c'est plutôt tout le temps. Et puis l'argent, on a une vraie différence au niveau de l'argent, c'est que lui, bah, l'argent lui brûle entre les doigts. S'il a un peu d'argent, il faut qu'il le dépense tout de suite. Tandis que moi, comme j'aime pas grand-chose, je dépense pas d'argent. Et puis, je suis un peu la marmotte qui fait son petit trésor. J'ai hâte de le recevoir et on fera pourquoi pas un portrait de... Ah ouais, j'ai des choses à dire aussi. J'ai des choses à dire. Si j'ai Alex Kominek. On va passer à une autre partie de l'émission. Je vais te laisser retourner. Au revoir, Nat. Bisous, Nat. Tu peux le laisser, Nat. Ah. Tu peux nous dire ce que c'est? Alors oui, ça, c'est des caracs. C'est une pâtisserie spéciale suisse. Tu peux nous dire le lien que tu as avec cette pâtisserie? Ouais, déjà, c'est très bon. Ça, il faut le dire. Si vous êtes en Suisse, achetez ces trucs verts qui font pas tellement envie. On dirait un peu des... Je jure, on dirait petit cœur dans DBZ. Ouais, on dirait des seins d'aliens. On dirait vraiment les boobs de la meuf de Petit Cœur. Mais en fait, c'est très bon. C'est du chocolat. Ça, je sais pas ce que c'est par-dessus. Ouais. Mais c'est très très bon. Je le mets là. Ok. Et c'était notre collectif sur YouTube, qui a eu la vie la plus courte de l'histoire des collectifs sur YouTube, qui s'appelait Carac Attack. Et dedans, il y avait Alexandre Kominek, dont on vient de parler, Marina Rollman, Charles Nouveau et Blaise Berzinger, qui est un autre génie de l'humour en Suisse qui ne veut pas venir à Paris. Je crois que maintenant, il a un peu envie, mais il n'est pas venu encore. Donc, on était les 5 là-dedans. D'accord. Et l'année d'après, il y a eu Jon Provenzano aussi, qui est un peu le dernier membre de la clique. Et on a fait... moi, j'ai fait une saison. Après, j'ai réalisé que je ne savais pas jouer la comédie. Et eux, ils ont fait... la plupart ont fait 2 saisons. Et c'était rigolo. On avait un petit budget de la télé suisse et du Montreux Comédie Festival. Et puis, on faisait des petites vidéos à la con sur Internet. C'est cool. Bah, tu sais quoi, on va se regarder un extrait. Allons-y. Quelque chose s'est produit non loin de la région où vous vous trouvez peut-être, notamment si vous êtes derrière votre télévision ou pas, si vous vous situez à plusieurs kilomètres de l'endroit d'où je vous parle actuellement. Reportage. Bah, c'est sûr qu'au début, avec ma femme, on s'est dit « Ah !» Mais après, on a quasiment tout de suite changé d'avis, pas vrai?
Oui. Le suspense était par moments à son comble hier, alors qu'à d'autres instants de la partie, il ne l'était pas. Grâce à l'exploit individuel d'un joueur, une équipe a su tirer son épingle du jeu et remporter la victoire. L'arbitre s'est lui aussi illustré par ses coups de sifflet, dont un au début et un autre à la fin du match. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Eric Matet. Eric, bonjour. Eric, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Merci pour ces précisions. Merci, bonne soirée. Je pense que si tu ressors les vidéos maintenant, elles auront plus de succès qu'avant. Je sais pas. Bah, oui, mais pas pour les mêmes raisons, je pense que. Ouais, tu vois, un côté un peu vintage. Regardez, on a essayé ça. Et avec le succès que vous avez aujourd'hui, les gens vont plus gaulerie parce que je pense que ça manquait un peu de lumière sur vous, non ? Ouais, c'était petit budget, on se marrait bien et on était tous un peu maladroits. Mais là, ce qu'on voit, c'est ma palette de comédiens qui est vraiment très très large. J'ai joué le mec qui doute un peu, le mec qui est pas sûr de lui. Tu sais quoi ? J'ai demandé à Johan J'ai demandé à Johan de me raconter comment tu jouais. Bref, il m'a fait une vidéo. On regarde ça. Ok. Alors, Karak Attack, comment dire, c'était une tentative de mettre la Suisse sur la carte d'Internet. Et les gens étaient au courant que la Suisse était sur la carte d'Internet, mais pas avec Karak Attack. Mais c'était marrant, on a pu faire des vidéos sur Internet, et puis on a pu voir les talents d'acteur de Thomas. Je peux vous faire un petit florilège. Thomas qui joue la surprise. Thomas qui est triste. Et, et Thomas qui est déçu, mais qui se souvient, qui connaît la liste de tous les joueurs de foot de la Coupe du Monde 2018. Le défenseur de l'Arabie Saoudite, c'est Ali Alcazer. Et là, il va dire que c'est un autre gars, en fait. Effectivement, il n'y a pas de Alcazer. Il n'y a pas d'Alcazer. Il y a Al-Farad, Al-Khaibri, Al-Khaibari, mais il n'y a pas Alcazer. Oui, Johan a tout à fait raison. Et puis ces blagues sur mon talent de comédien, moi je suis en mode Eminem dans 8 Mile, je l'ai fait moi, tu vois. Comme ça, les gens ne peuvent pas les faire derrière. Mais vraiment, je suis vraiment nul. Je suis zéro, j'arrive à jouer moi et pas très bien en plus. D'autres jouent moi mieux que moi. Donc, mais du coup, j'écrivais un peu, je jouais avec les autres, mais j'ai réalisé que plus les tournages avançaient, moins mon rôle était important. Donc là, tu as vu, j'avais 2 répliques. Très peu de temps après, j'ai joué un cheval, mais j'avais vraiment la tête de cheval, donc je peux pas parler. Et après, j'ai joué un abat-jour, donc j'étais une lampe. Ah ouais, vraiment. Donc ça, et c'était chronologiquement dans cet ordre-là. Donc vraiment, ils ont tout fait pour que je sois de moins en moins dans les sketchs. Ok, j'ai compris, les gars, je m'en vais. Mais c'était rigolo à faire, mais effectivement, Johan l'a dit, ça a pas très bien fonctionné. Mais de nouveau, en Suisse, si tu veux marcher sur le web, t'es un peu obligé de faire des trucs qui s'ouvrent un peu, parce que le public suisse est petit, ou alors des trucs très suisses spécifiques. Puis nous, on était un peu entre deux avec tous nos humours qui entraient un peu machin, donc c'était un succès de niche, je crois, on dit dans le jargon. Un succès de niche. Allez voir sur YouTube Karak Attack. Ça dépasse pas les 20 000 vues, mais c'est cool. Je pense que ça dépasse de loin pas les 20 000 vues. Si tu les mets tout ensemble, peut-être qu'on irait. Johan, il a parlé d'un truc vraiment qui m'a marqué, et c'est pas la première personne qui me le dit, c'est les listes. Ouais. Et t'en parles aussi dans ton spectacle. J'en parle un peu, ouais. Tu as sorti le terme Asperger. Asperger, pardon. Ouais. Tu as sorti le terme Asperger. Oui, c'est un terme qui est plus tellement utilisé, je crois, en psychiatrie maintenant, parce qu'ils ont réalisé que Monsieur Asperger, qui était un scientifique, avait fait pas mal d'expériences sous les nazis. Ok. Et du coup, on essayait de s'en distancer un peu. Mais dans le langage courant, ça reste un peu. Et c'est une des formes de l'autisme. C'est un autisme à haut fonctionnement, je crois qu'on appelle ça. Et je ne suis pas Asperger, selon ma psy, mais j'ai quelques tendances qui m'en rapprochent, comme le fait de bien aimer les choses bien ordrées et tout ça. Peut-être le fait que j'ai des problèmes avec Paris est lié à ça, mais les listes, j'aime bien les quiz de culture générale. Donc quand j'étais petit, je jouais au Trivial Pursuit, tout ça, au Time's Up, tous les jeux de société, j'adore. Et maintenant, il y a des sites sur Internet où, par exemple, c'est tous les joueurs de la Coupe du Monde et moi, je les apprends. Puis après, de temps en temps, quand j'ai 2 heures à tuer, je me mets devant mon ordi puis je fais mes listes comme ça. Donc là, juste ton délire, c'est d'apprendre tous les joueurs de la... C'est ton plaisir, quoi. L'été 2018, ouais, j'ai appris tous les joueurs de la Coupe du Monde. Je sais pas, il y a un truc j'arrive même pas à comprendre pourquoi je le fais, mais oui, je le fais. Et puis là, ces temps, c'était les Oscars. Ouais, il y a moins d'équipes quand même. Ouais. Puis il n'y a pas l'Arabie Saoudite. Je pense que l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était les plus... bien difficile. Il y a l'orthographe quand même qui est un peu compliqué. Et puis,
Ouais, c'est pas des mots qu'on a l'habitude d'utiliser. Tu vois, la France, la Suisse, machin, ça va. Mais les équipes où tu connais 0 joueur de base, quand on a 23 à apprendre comme ça, c'était un peu long. Mais là, je les ai toujours. J'ai vérifié l'autre jour. Parce que comme j'en parle dans mon spectacle, j'essaie de faire que ça reste à jour. Et ouais, j'ai toujours les 736 joueurs. Vas-y, l'arrière-gauche du Maroc. L'arrière, j'ai pas les positions, mais le Maroc, il y a Dirar, Dacosta, il y a Boutaïb, Bouadouz, Belanda, il y a Benatia. C'est bon, ça suffit. Mais là, ça suffit, là, t'as un délire, c'est un délire de ouf. Et ça, c'est ton kiff. Toi, t'as même, je crois que c'est Jason qui m'a dit, ouais, elle a pris les 10 plus grandes villes des États-Unis. 500. 500, oh. 500 plus grandes villes. En fait, t'as une carte des États-Unis, et puis t'as 500 petits points, puis au fur et à mesure que tentes le nom des villes, les petits points, ils disparaissent. C'est un délire. Donc tu vois, je commence par la côte ouest. Et puis après, C'est un délire, c'est un délire. C'est très bizarre, quoi. C'est très bizarre, mais bon, il y a des gens qui font d'autres choses. Moi, je fais ça, quoi. T'as réalisé un truc que beaucoup d'humoristes rêvent de réaliser, c'est avoir son late show. Et ça, bravo. Merci. Ça a duré qu'une saison. Enfin, Ouais. ça a duré 2 saisons. Enfin, ça s'appelait Mauvaise Langue. Ça a duré 2 saisons, mais t'as géré une saison. Exactement. La deuxième saison a été gérée par Blaise, c'est ça? Blaise, ouais, qu'on a vu présenter le journal télévisé tout à l'heure. Ouais, c'était un rêve. C'était un rêve. Et comme la plupart des rêves, des fois, quand tu les réalises, c'est moins bien que dans le rêve. Ouais. J'ai beaucoup appris, des choses bien, des choses pas bien. J'ai pas mal de trucs que j'ai pas très bien gérés. Parce qu'en fait, un late show, tu vois un type, un micro. Bon, nous, Blaise était on appelle ça un sidekick, mon espèce de co-animateur. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, la partie immergée de l'iceberg, l'équipe, déjà, on avait très peu de moyens parce qu'on était en fin de soirée sur la télé suisse. Donc, c'est vraiment une case où le budget était minime. Donc, c'était un peu des bouts de ficelle, on devait tout faire tout seul. Et moi, j'ai géré ça en faisant beaucoup de choses moi, en ayant de la peine à déléguer et en prenant beaucoup de poids sur mes épaules et du coup en étant très fatigué, très aigri pendant tout le long. Et les autres ne savaient pas comment m'aider, donc tous les copains de l'humour en Suisse, ils étaient un peu autour, genre dis-nous si on peut faire quelque chose. Là, ouais, non, c'est bon, je gère. Et je gérais pas du tout, en fait. Donc on a fait 14 émissions et de nouveau un succès de niche. Je crois que les gens qui nous regardaient, ils aimaient bien, mais il y a plein de gens qui comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. Tu veux dire que la culture des late shows américains ne s'est pas importée. C'est pas un truc que vous regardez chez vous, quoi? Certains les regardaient, mais bon, les late shows américains, c'était mieux que ce qu'on faisait nous, donc ils ont continué de regarder plutôt les Américains. Et je pense qu'on n'a pas su s'approprier suffisamment bien les codes, on n'a pas su être assez drôle pour donner aux gens de s'intéresser. Je pense qu'ils étaient repoussés par le format, et puis du coup, voilà. C'est le même problème que... Enfin, je vais pas dire c'est un problème qu'il a eu Kevin Razi, mais il a eu aussi en gros son late show, ses rendez-vous, il le faisait sur YouTube, après ça a été sur Canal+. Mais je pense que c'est un format pur américain, qu'on a du mal à importer ici en Europe. En Angleterre, je sais pas s'il y en a, je dis peut-être des bêtises. En Angleterre, c'est plus des panel shows où ils sont pas mal d'humoristes, puis c'est des jeux, etc. Mais il y a quelques late shows aussi, quand même. Okay. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on laisse peu de temps aussi au truc. Bon, là, en l'occurrence, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que j'étais trop fatigué. Mais souvent, quand tu lis les biographies des mecs qui ont des late shows aux États-Unis, ils disent « Ah oui, les 5 premières saisons ont été un peu difficiles. Ouais. » C'est ça. Tu vois que le mec, il en a à sa 26e saison. Il s'installe. Bah ouais. Mouloud me dit il faut 3 ans pour faire pour que ce soit... Je crois qu'il me parlait de Clic Dimanche. Il me dit c'est la 3e année que c'est cool. Bon, tu vois. Et moi, parce que on avait commencé avec Abdelhamid l'année dernière, Clic Clac, dans la nouvelle chaîne Clic TV. Et moi, je venais dans son bureau, je dis c'est dur, Mouloud, comment tu fais, etc. Il m'a dit c'est au bout de 3 ans. Et dès qu'il m'a dit ça m'a calmé direct. Je me suis dit vas-y, travaille en soum, mets-toi à l'aise. Tu peux le voir, je bafouille, je me trompe, je me trompe de mots, je fais n'importe quoi. Mais en fait, je suis très confiant quand t'as un sensei comme Mouloud qui te dit patiente et c'est au bout de 3 ans. C'est comme le foot, quoi, en fait. Tu t'entraînes tous les jours et au bout d'un moment, tu mets le but qu'il faut. Mais je pense que c'est comme pas mal de choses. Et moi, donc la télé, j'ai pas eu la patience. Le YouTube, j'ai pas eu la patience. Et le stand-up, c'est le seul truc où j'y suis encore. Là, ça fait 8 ans. 8 ans. Mais tu vois, moi, j'avais entendu Siké au début qui disait qu'il faut 25 ans pour faire un stand-up. Ouais. Puis moi, j'avais commencé il y a 1 an. Je sais pas si, j'ai le temps là d'ici 2045. C'est vrai qu'on progresse. La façon la plus simple de voir que tu progresses, c'est de regarder, comme tu me le fais subir, des vieilles vidéos. Ouais. Et là, tu vois qu'il y a eu un gouffre, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est réécouter des anciens passages. Ah, moi, j'aime pas. Toi, t'aimes? Non, attends, mais c'est difficile à écouter, mais de les réécouter, voir comment j'ai été éclaté, et surtout le reprendre et le faire avec mes nouveaux pouvoirs. Ah, ça, c'est beau, ça. Si t'arrives à faire ça, c'est bien. Moi, j'ai même de la peine à écouter ce que j'ai fait la veille. Ah ouais.
Ah, mais toi, t'as une machine à écrire, toi, ça. Non, mais moi, j'ai de la peine à travailler, je crois que c'est ça le Il y a un truc problème. dans ton boulot qui m'avait marqué, une petite galère que tu avais eue, c'est. Tu avais fait une chronique chez, dans la radio OUFM, OUFM, je sais pas quoi. One FM. One FM, absolument. Tu avais fait une chronique où tu t'attaquais un petit peu au parti d'extrême droite qui est au gouvernement, c'est ça, en Suisse? Ouais, bah, ils sont plusieurs au gouvernement, mais voilà, bon, donc tu as eu quelques répercussions, tu as piraté ta page Facebook. Et, ouais, ils ont supprimé ma page Facebook, 24 heures. Ça m'a fait un pur buzz. Ouais, c'est ça le truc. Bah ouais. Bah écoute. Charles me disait, bon, c'est Charles qui m'a raconté le truc, Ouais. il me dit que c'était un truc de ouf parce que tous les médias suisses parlaient du fait que l'extrême droite t'attaquait. Ouais, alors qu'on savait même pas en fait. C'était début 2016, ce Ferrer. Et donc j'ai posté cette chronique qu'on voit là, où on avait reçu un tout ménage, donc un prospectus pour une votation de l'extrême droite, puis je l'avais pris à la radio, puis je l'avais lu, puis j'avais fait des blagues dessus. Et la vidéo a été postée sur Facebook, et quelques heures après, quand je me connectais pour voir s'il y avait des commentaires, machin, c'était mis « cette page n'est pas disponible ». Et en fait, je pense qu'il y avait eu des signalements en masse de cette vidéo, on n'a jamais su de où, de comment, machin, mais ils avaient supprimé en attendant d'analyser, machin. Et le lendemain, ils m'ont remis ma page, mais entre deux, il y avait eu tous les articles de presse, des journaux, la télévision, machin, et puis tout le monde voulait voir cette vidéo, qui était de loin pas ma meilleure, mais tu vois, c'est l'effet Streisand, quand tu caches quelque chose aux gens, exactement. Ça a mis la lumière sur... Ouais, puis ça a été un des coups d'accélérateur de ma carrière, quoi. Ça m'a fait passer un cran de notoriété supplémentaire en Suisse, donc du coup, il y a pas mal de gens qui ont commencé à me détester plus qu'avant aussi, mais des gens qui ont commencé à m'aimer un peu plus. Il y a beaucoup plus d'amour que de haine, je pense. Je suis assez clivant en Suisse, quand même. Parce que je suis orienté assez... j'ai des opinions plutôt orientées à gauche, et surtout pendant une bonne période de ma carrière, j'étais très engagé, je donnais souvent mon avis. Et donc ceux qui ne pensaient pas politiquement comme moi, ils ont eu tendance à ne pas aimer ce que je faisais. Mais il y en a beaucoup qui viennent voir le spectacle ou qui me voient dans des soirées, qui me disent « Ah, j'aime pas trop quand tu parles de politique, mais sinon tu me fais rire. » Donc moi, c'est un peu mon but, c'est pas de faire rire juste les gens qui sont d'accord avec moi. Mais c'est vrai qu'en Suisse, comme c'est petit, t'évites aussi dans les salons des gens qui sont pas d'accord avec toi et qui aiment pas ce que tu fais. Et comme il y a que quelques chaînes de télé, que quelques chaînes de radio, ils vont quand même être confrontés à ce que tu fais. Bien sûr. Donc ça va entretenir un peu leur haine. C'est on l'aime pas, puis en plus on le voit partout. Tandis qu'en France, tu t'aimes pas du boss que tu zappes, tu vois. Et puis, exactement. C'est beaucoup plus facile d'éviter les gens que t'aimes pas parce que il y a beaucoup plus de gens. Cool. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'émission, copain. Mais on termine. C'était rapide. Ouais, c'est pas fini, t'inquiète pas. Ah. Il y a toujours une petite dernière partie. Petite virgule. Voilà, ça s'appelle les questions mystères en fait. C'est la dernière partie de l'émission. Jingle perso. Je te pose une question. C'est un copain humoriste qui a posé la question. Et je dois deviner qui c'est. Tu dois deviner qui c'est, tu dois surtout répondre à la question. Première question, cher ami. Ça fait quoi d'être le deuxième meilleur humoriste de Suisse? Ça, c'est un humoriste de Suisse qui a posé la question. Logique. J'hésite entre deux humoristes ça va peut-être leur genre, mais je pense que c'est pas celui que je pense que c'est une humoriste. Je pense que c'est Marina Rollman. Exactement. Qui demande, ouais. C'est assez son style d'humour. Bah écoute, je sais pas qui elle met en premier, mais je crois que je devine que c'est elle. Et moi, ça me va très bien. Moi, j'ai une ambition qui est très limitée, donc même d'être dans le top 10, je suis content. Puis comme on n'est que 10, je crois que ma place pour l'instant, elle est assurée. Ça revient souvent, ce truc de ambition très limitée. Ouais. Tu te contentes de ce que tu as à chaque fois. Ouais. Tu vois, moi, si je pouvais jouer en Ligue 1, je serais pas du genre à me dire il faut que j'aille percer à Liverpool, quoi. Moi, je suis content de ce que je fais. Mais tu te mets des fois quelques petits objectifs en mode il faut que je pète tout en 2021, il faut que je fasse... Non, moi, mes objectifs, c'est plutôt il faut que je sois heureux, il faut que je vois plus mes potes. C'est plutôt ça. Au niveau professionnel, pour moi, ça accompagne le reste, mais j'ai pas de goals de ce côté-là, parce que moi, le travail que je dois faire, c'est vraiment plutôt sur moi. Donc... non, je suis content de ce qui m'arrive, je suis reconnaissant, mais il n'y a pas d'envie de tout péter, de faire des grosses salles, tout ça. Genre, ce que j'ai, ça dépasse déjà tellement toutes mes attentes. Moi, je pensais que j'allais faire 6 mois d'humour, que j'aurais une vidéo VHS à montrer à mes enfants dans 20 ans, et là, il y a tout ça. Donc, je suis hyper content du succès de Marina, qui casse tout à Paris, et des autres Suisses qui sont là, et puis de mes potes de France, quand ils viennent en Suisse, je suis toujours content quand je vois que leurs salles sont pleines. Donc, je me sens pas dans cette compétition d'être le meilleur, machin. Je sais que des fois, je vais devoir des spectacles avec... C'est même pas une compétition d'être le meilleur, c'est juste une compétition un peu plus d'ambition, tu vois, ce genre. Ah ouais, non, mais j'adore les gens qui en ont, mais moi, j'arrive pas à en avoir pour moi-même. J'ai été marqué une fois avec Farid et Jason, on est allé voir un spectacle à Montréal d'un humoriste américain, ça m'échappe, mais c'était un des grands noms. Ils sont sortis là en disant il est fort quand même, ça fait chier, il faut qu'on bosse plus. Et moi, j'étais là, j'ai passé une bonne soirée. Il n'y avait pas du tout de remise en question. Moi, je suis un peu dans leur mentalité. Ouais, en fait, je me suis collé un sticker chez moi et je me suis dit dans 5 ans l'Olympia. Mais c'est juste pour me motiver à bosser. Tu vois, et là, je me dis, oh putain, c'est dans 2 ans et demi. Mais je pense qu'à Paris, ça force un peu à réfléchir comme ça, parce qu'il y a tant d'étapes, il y a tant de trucs devant toi, et puis il faut essayer de garder un objectif, parce que sinon, le quotidien est un peu difficile. Et Merwan B, c'est pareil. Le légendaire.
Il y a quoi, la cigale dans 3 ans? Enfin, il a aussi un espèce de sticker. Faut toujours dire ça. Merwan B, le légendaire. Le légendaire, oui. Pardon. On va le refaire, c'est où je regarde. Oui. Merwan B, le légendaire, excuse-moi. Et ça me fait rire quand je vois ça parce que je trouve ça cool d'avoir des ambitions. Et moi, j'arrive pas à me dire, déjà, la cigale, pour moi, ça représente rien. Tu vois, c'est genre. C'est un insecte et une salle à Paris, mais il n'y a pas de dimension mystique parce que je ne suis pas d'ici. Donc, non, moi, c'est genre, est-ce que je peux continuer à faire de l'humour 10, 15, 20 ans? Je serais déjà heureux, quoi. Ok, cool. Tu as une belle question. Tu préfères habiter à Paris et être seul quand tu veux ou être en Suisse et obligé d'être sociable tous les jours? C'est Jason qui a posé ça comme question? Non. Je ne sais pas qui a posé cette question. Mais déjà, réponds à cette question. Je vais répondre à cette question. Je pense que je préfère être en Suisse et être obligé d'être sociable tous les jours. Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de gens que j'aime bien et je pense que ça ne me dérangerait pas d'être social tous les jours. Si c'est pas genre 12 heures par jour. Si j'ai quand même un peu des moments où... limité, quoi. Ouais, peut-être pas habiter tout le temps avec quelqu'un à côté de moi. Mais non, vraiment, Paris, j'ai un vrai problème. Donc ce serait quand même l'option suisse, même si j'ai besoin d'être seul. Alors, qui a pu poser? C'est un Parisien qui a posé cette question. Oui. Panayotis? Non. Je te donne. Vas-y, dis-moi. Fari. Ah, Fari, T'étais ok. pas loin, t'as cité Jason, t'as cité Pana. Ouais, j'ai cité Fari sur la première, mais en fait, ok, Fari. Bah écoute, il me connaît bien aussi. Merci pour on a été coloc avec Fari, donc il sait ce que c'est. À Montréal, je sais qu'il y a un lien entre... Il y a un cercle entre Fari, Jason, Watt, Adib. Ouais. Souvent, quand ça écrit des textes, Jason, quand il y a pas longtemps, il a écrit un texte dans un resto, on a échangé, et puis il m'a dit, hop, j'ai échangé avec Thomas Wiesel, j'ai échangé avec Fari, etc. Donc c'est... Ouais, je pense qu'on a une même vision du stand-up. Et Fari, typiquement, il aime bien quand il a un truc dans les médias ou un truc où il doit écrire spécifiquement pour un événement, il va m'appeler. Pour les Molières, il m'avait appelé. Quand il était allé chez Trapenard pour sa carte blanche, à l'époque où il était chez Ruquier, il m'appelait. Voilà, on a fait un gala à Montreux ensemble, c'était très cool. On est très différents dans le style et du coup, il arrive avec des trucs d'une extrême, moi d'une autre extrême, et ça donne un mélange assez intéressant. Et Jason, c'est tellement facile de bosser avec Jason, c'est tellement agréable. Et je m'entends très bien avec Panayotis aussi, qui est aussi entré dans ce groupe un peu plus récemment. Le jeune Padawan qui a déjà tellement d'expertise pour son âge, il fait chier. Mais... Il fait chier. Ouais. On bosse bien ensemble aussi, on s'entend très bien. Et ça fait partie des gens où ça m'embête de ne pas être à Paris. Quand je vois, tu vois, je me dis... Si eux, je pouvais les voir toutes les semaines, je pense que ma vie serait mieux, mais j'ai pas envie d'être toutes les semaines à Paris. Donc si eux, ils pouvaient déménager en Suisse, je serais heureux. Laisse Paris tranquille. C'était ça. C'était ça le portrait. C'était ça. Ben non, mais franchement, je sais que c'est personnel. Hein. C'est pas la faute de Paris, c'est ma faute à moi. Cette ville et moi, ça ne matche pas. On va te forcer. Ouais, franchement, tout seul, j'essaye de me forcer un peu, mais j'arrive pas. Bon, il y a un truc que je vais faire peut-être quand même une fois, c'est aller au parc. Ça, je suis prêt à le faire. Mais déménager à Paris, je pense pas. Ok. Dernière question. Est-ce que je peux être le parrain de tes enfants? Ça, c'est Jason. Oui. Comment t'as deviné que c'était lui? Parce que Jason, il adore faire des blagues sur ma stérilité. C'est vraiment sa grande passion dans la vie. Tu sais comment il m'a annoncé qu'il allait être papa? Non. Il m'a dit, et Thomas, j'ai un truc à dire. Moi, je suis pas stérile. C'était très drôle. C'était objectivement très drôle. Mais écoute... Salaud, Jason. Ouais, mais c'est Jason. Puis il sait qu'avec moi, il peut. Mais je pense que je vais être papa un jour. Moi, la science fait des miracles. Il y a plein de façons de l'être. Ou au pire, ça sortira pas de mon corps, mais je serai papa quand même. Et c'est pas impossible que Jason soit le parrain. Je réfléchis encore. Okay. Je vais voir comment il évolue ces prochaines années. T'as ta réponse, mon Jason. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Thomas. Merci, c'était très cool. Merci aux équipes de Click qui m'ont aidé à préparer cette émission. Désolé pour les éléments en retard. Vous êtes des cracks. Merci à tout le monde. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit cette phrase-là, mais merci à tous. Merci aux gens tout le monde. On dirait un discours politique. Merci aux gens qui regardent l'émission, qui commentent. Voilà. N'hésitez pas à mettre des noms d'humoristes que vous voulez voir dans Solo avec Sulo. Merci à Thomas Wiesel. Allez le voir à Paris. Allez le voir en Suisse. De toute façon, il va bientôt habiter à Paris. Il n'aura pas le choix. Merci. Merci à lui. Thomas Wiesel, ça va. Je te dis à la prochaine. Merci, j'ai grave kiffé. À bientôt, John, moi aussi. Hey.